Donc, comme je le disais, une mission civilisatrice qui s'appuie sur le sentiment de supériorité des Européens. À partir du moment où ils se sentent supérieurs, les Européens ont la volonté de civiliser, comme ils disent, des peuples jugés inférieurs, voire sauvages. L'idée, c'est de faire rentrer ces populations dans la civilisation, de leur inculquer un certain nombre de valeurs, de les faire rentrer dans une civilisation matérielle et également une vision très religieuse, puisqu'il s'agit de convertir des populations pour leur éviter, si vous êtes chrétien, l'enfer, par exemple. Alors, ce qui va être un petit peu paradoxal, c'est que même dans la Troisième République française, qui devient laïque en 1905, les missionnaires catholiques et protestants, mais surtout catholiques, jouent un rôle extrêmement important dans la colonisation. Ils vont jouer un rôle d'éducation des populations et parfois également un rôle de pionnier dans la découverte et l'exploitation de territoires. Donc, ces missionnaires vont souvent s'installer dans un territoire et cela permettra à leur gouvernement de revendiquer ce territoire. Donc un rôle de cette mission civilisatrice, c'est un argument important pour ceux qui défendent la colonisation, c'est une justification de la colonisation, c'est presque un argument moral. Et même si des esprits cyniques pourraient dire que cette mission civilisatrice est très secondaire par rapport à la volonté d'avoir des intérêts économiques, politiques ou militaires, il ne faut pas la sous-estimer. C'est quelque chose de très important pour beaucoup de colonisateurs et on va dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut à la fois vouloir s'enrichir grâce à la colonisation et en même temps être convaincu de cette mission civilisatrice. Alors, l'expansion de cet empire français. Cette expansion va s'appuyer sur une politique active de conquête, notamment à partir des années 1880. Il n'y a pas de processus, on va dire, systématique de conquête, mais très souvent, ça part d'exploration, comme les explorations de Savorgnan de Brazza au Gabon et au Congo. Et ces explorations sont suivies d'une conquête militaire, qui peut être plus ou moins brutale. C'est-à-dire que parfois, il faut l'intervention vraiment des troupes pour obliger les populations à passer sous la domination française. Parfois, ça se fait par des négociations avec les pouvoirs locaux qui acceptent, moyennant différents avantages, de passer sous la domination française. Et le plus souvent, c'est en fait un mélange des deux, c'est-à-dire un mélange de conquête et de négociation. C'est la politique menée par le général Joseph Gallieni au Sénégal, en Indochine et à Madagascar. Quand c'est possible, des négociations. Quand ce n'est pas possible, l'usage de la manière forte. Ce qui donne d'ailleurs différents statuts, mais ça j'y reviendrai, dans cet empire colonial. Vous allez avoir des colonies à proprement parler, qui sont soumises directement à la domination d'une puissance étrangère, et des protectorats, c'est-à-dire des territoires qui restent officiellement indépendants, mais qui sont contrôlés par la puissance coloniale. Et, vous vous en doutez, en pratique, dans ces protectorats, l'intervention de la puissance coloniale, la domination de la puissance coloniale est le plus souvent écrasante. Alors, les conquêtes de la France en Afrique, ce que vous voyez sur cette carte. Comme on l'a dit, le Sénégal est une implantation déjà ancienne pour la France, de même que la côte du Gabon,
et les conquêtes françaises vont essentiellement progresser depuis les côtes, depuis ces premières installations. Retenez simplement que ces conquêtes, vous voyez, correspondent à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Afrique, vont être réunies en deux grands ensembles, l'Afrique occidentale française, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., et l'Afrique équatoriale française, avec le Gabon, la Centrafrique, etc. Notez également que Madagascar va devenir une colonie en 1897, après avoir été d'ailleurs un protectorat. C'est le plus grand espace colonial français, cette Afrique de l'Ouest. Installation également, ce que vous voyez d'ailleurs sur la carte précédente, de protectorat dans le nord de l'Afrique, en Tunisie et au Maroc. Protectorat en Tunisie en 1881. Les Italiens n'étaient pas très chauds parce qu'ils voulaient eux-mêmes installer un protectorat en Tunisie, mais la France va s'imposer, on va dire, de force face à l'Italie, ce qui va d'ailleurs entraîner des relations assez mauvaises entre les deux pays jusqu'au début du XXe siècle. Également, un protectorat au Maroc en 1912. Alors, la France avait développé son influence au Maroc depuis des années. La France a dû surmonter deux crises avec l'Allemagne. Crise de Tanger en 1905, crise d'Agadir en 1911, parce que l'Allemagne espérait installer son propre protectorat sur le Maroc. Mais là encore, à la suite de négociations, à la suite du soutien de l'Angleterre d'ailleurs, la France va réussir à installer son protectorat. Vous remarquez quand même que le nord du Maroc va être sous protectorat espagnol. Quant à Gibraltar, c'est une colonie britannique. Dernier grand ensemble dans cet empire colonial français, l'Indochine française. Comme on l'a vu, le point de départ, c'est la conquête de la Cochinchine. La France va ensuite installer un certain nombre de protectorats au Vietnam, ce qu'on appelle l'Annam à cette époque, au Laos, au Cambodge. Conquête également du Tonkin, qui va être très compliqué à la suite d'une campagne militaire entre 1883 et 1885. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle l'Union indo-chinoise à partir de 1887. Donc voilà le résultat de ces conquêtes de la Troisième République jusqu'en 1914. Il y aura d'autres territoires après 1914. Pour résumer, un très grand espace colonial en Afrique, puisque l'AOF, l'AEF, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie se rejoignent, plus Madagascar, et en Asie, l'Indochine et les comptoirs indiens. Ensuite, des îles dans le Pacifique et dans les Caraïbes. Malgré tout, un projet colonial contesté, en tout cas un projet colonial qui n'est pas accepté par tout le monde. Ces conquêtes sont portées par ce qu'on appelle le parti colonial. Alors, c'est pas vraiment un parti politique au sens actuel du terme, c'est un ensemble de personnes qui défendent la colonisation, des militaires qui y voient un lieu d'exercice, on va dire, pour l'armée française, des missionnaires qui veulent développer l'influence du christianisme dans le monde, des hommes politiques, par exemple Jules Ferry, etc., des journalistes, tout ce que vous voulez. Donc ce parti colonial, il va défendre les conquêtes coloniales à la Chambre des députés, il va en faire la propagande dans la presse, notamment, et il va obtenir le soutien du gouvernement pour tout un ensemble de conquêtes.
Mais retenez qu'en fait, jusqu'en 1914, la plus grande partie des Français ne s'intéressent pas du tout à cet empire colonial. Ils savent qu'il existe, mais c'est quelque chose qui reste la plupart du temps assez lointain, assez abstrait. Et vous avez également des critiques, des oppositions contre ces conquêtes coloniales. D'abord, certains considèrent que ça coûte très cher, l'utilisation de l'armée, de la marine, etc., et que leur intérêt économique est assez limité, ce qui n'est pas faux. Donc, certains considèrent à raison que on fait ça davantage pour le prestige que pour de réels avantages matériels. D'autres enfin, comme Clémenceau, vous voyez ici, qui critique Jules Ferry en 1885, considèrent que ces conquêtes coloniales détournent la France de la revanche contre l'Allemagne, que l'armée, notamment, n'est plus focalisée dans cette reconquête de l'Alsace et qu'elle a trouvé d'autres moyens pour exercer sa domination. Clémenceau va beaucoup plus loin d'ailleurs en 1885, parce qu'il va carrément s'opposer à la Chambre des députés, à Jules Ferry, qui est le président du Conseil à cette époque, et donc Clémenceau va remettre en question la mission civilisatrice de la France, en disant voilà, tout ça c'est du baratin. En fait, à la Chambre, Jules Ferry venait de faire un grand discours en disant voilà, les conquêtes coloniales, c'est la grandeur de la France, mais c'est un devoir moral de civilisation, etc. Et Clémenceau lui répond en disant tout ça, c'est du baratin. C'est-à-dire que la mission civilisatrice ne peut pas passer par des conquêtes. Ce n'est pas par la force qu'on impose la civilisation. Donc Clémenceau fait partie de ces critiques vis-à-vis de la colonisation. Alors, retenez quand même que ces critiques restent assez rares et très peu de personnes remettent en question la supériorité des Européens et la hiérarchie des races.